Alors bonjour à tous, bienvenue au live Wall Street. Nous sommes je ne sais plus d'ailleurs si le 11 décembre 2013, la bourse des États-Unis ouvre dans 12 minutes, donc bienvenue à tous. On va essayer de faire un panorama de marché, pas de statistiques aujourd'hui américaines d'importance, si ce n'est qu'on attend comme chaque semaine l'évolution des stocks hebdomadaires américains de pétrole et gaz naturel. Donc ça tombe tout à l'heure vers 16h et 16h30. Par contre, on a un rendez-vous monétaire à préparer, qui est la réunion demain. La réunion a déjà commencé, mais la décision demain annoncée à 9h30, nouvelle décision de politique monétaire de la Banque nationale de Suisse. Alors c'est une banque centrale qui s'exprime moins souvent que les autres, puisqu'elle prend 4 décisions de politique monétaire par an. La dernière remonte au mois de septembre dernier, et depuis, le franc suisse s'est apprécié, vous l'avez tous constaté, avec les tendances notamment sur les paires euro-CHF et USD-CHF, des paires qui sont revenues sur des niveaux de support. Donc il est temps de revenir sur l'économie suisse depuis le mois de septembre, et sur ce que pourrait être demain la décision de taux de la Banque nationale de Suisse. Je vous rassure tout de suite, le taux de refinancement de la Banque centrale de Suisse ne changera pas. Par contre, il y aura peut-être une réaction à ce qu'a depuis fait la Banque Centrale Européenne, à savoir baisser son taux de refinancement. Nous allons voir si derrière, la Banque Nationale de Suisse laissera faire, et sachant qu'elle cherche depuis plusieurs années à contenir l'appréciation du franc suisse pour soutenir la croissance économique suisse, notamment les exportations helvétiques. Alors on va faire le panorama de ces choses-là, quelques indicateurs à vous montrer. Concrètement, comment résumer mon point de vue sur le marché? Sur le Forex, vous avez pu lire ce matin quelques analyses que je vous ai proposées sur le site d'EliFX. Rebond technique du yen japonais. Alors, ça accélère moins vite, c'est pas très violent. Il y a des divergences négatives, on va en parler. J'ai une vente GBP yen initiée ce matin, annoncée. On va parler de l'USD yen. Certains supports tiennent. Bref, nous allons parler de ce yen japonais. Peut-il connaître un mois de rebond technique, simplement un mois de rebond technique, avant peut-être derrière de renouer avec sa tendance baissière de fond. Le yen est donc dans une phase de rebond technique sur le marché des changes. Le dollar australien, lui aussi, un rebond. Alors aujourd'hui, qui n'accélère pas davantage, mais voilà, le dollar australien a quand même bien recherché ces dernières séances. Le GBP, lui, au contraire, dans une phase de consolidation, c'est pas non plus hyper violent. Il y a eu quelques divergences négatives, notamment sur les paires GBP USD et GBP Yen. GBP USD 63,90, tenez bien, j'ai coupé la vente proposée ce matin, reste GBP Yen. Quant à Euro GBP, il y a une phase haussière qui se met en place, on en parlait hier, pour viser 84,40, 84,50. Mais c'est une paire quand même très erratique qui offre finalement peu de tendance en swing, donc qui est difficile. L'euro, le dollar, alors l'euro, écoutez, inertie haussière qui se poursuit. Dollar américain, finalement il se passe plus grand chose sur le dollar américain depuis 2-3 semaines, c'est le statu quo. Quant au marché action, les indices US sous résistance, mais c'est un marché plat comme évoqué hier, il ne se passe rien sur ce marché avec une volatilité implicite qui est retombée comme elle est montée. Bref, rien à dire sur les indices US. Le marché action européen, lui, tient les premiers supports qui ont été atteints courant de la semaine dernière. Nous allons voir un peu quelle peut être l'amplitude de ce rebond des marchés actions européens. Et enfin, nous essaierons de répondre ensemble ici à 2 questions. La Fed va-t-elle réduire le QI3 mercredi 18 décembre? Et quel est actuellement le principal risque sur les marchés financiers? Nous verrons qu'il vient de l'environnement des taux d'intérêt au sein de la zone euro. Donc bienvenue à tous, voici donc le programme et on va le dérouler comme annoncé. Et ensuite bien sûr je répondrai à vos questions. Alors je pense que le son, l'image c'est correct, voilà, on me confirme que c'est correct. Donc c'est parti. Alors quelques éléments à vous montrer, bien sûr ici l'avertissement comme d'habitude, le disclaimer, vous pouvez en prendre connaissance. Première chose, BNS versus BCE, Banque nationale de Suisse versus Banque centrale européenne. Alors pourquoi les opposer? D'une part parce que la Suisse est clairement liée à l'économie de la zone euro, puisqu'elle exporte essentiellement dans les pays de la zone euro, et on sait que la Banque nationale de Suisse, depuis maintenant 2 ans, parmi l'ensemble de ces mesures dites non conventionnelles, elle n'a pas le choix, puisque les instruments classiques de la politique monétaire sont épuisés. Le taux d'intérêt, le taux de refinancement de la Banque nationale de Suisse est à 0 depuis plus d'1 an. Il n'y a plus de marge de manœuvre, si vous voulez, au niveau du coût de financement, de refinancement en francs auprès de la Banque nationale de Suisse. BNS versus BCE,
La Banque nationale de Suisse a toujours eu le souci de neutraliser l'appréciation du franc suisse, qui avait commencé à sérieusement nuire à la croissance économique de la Suisse. Et je pense que la Banque nationale de Suisse va continuer de faire son possible pour empêcher toute appréciation à moyen terme du franc sur le marché des changes, tout simplement parce que l'économie suisse, certes, est dans une phase de reprise économique, qui est d'ailleurs un peu plus forte que celle de la zone euro, mais en termes d'évolution des prix, le taux d'inflation reste très en deçà du seuil surveillé par cette banque centrale, qui elle aussi a bien sûr des objectifs. D'ailleurs, ils sont assez proches de ceux de la Banque centrale européenne. Nous allons y revenir. Donc sous vos yeux, un graphique comparatif, deux choses, deux taux d'intérêt, on va être plus précis, il s'agit du coût de refinancement auprès de la Banque centrale européenne et du coût de refinancement auprès de la Banque nationale de Suisse, concrètement le coût de l'argent lorsqu'une banque commerciale va se refinancer auprès de l'établissement central sur une échéance d'une semaine. Ça, c'est le principe des coûts de refinancement. Alors, comment est-ce qu'on lit ce graphique? Deux choses. Ici, la courbe en noir, le taux directeur donc de la Banque centrale européenne. Et vous devez regarder ici l'axe des ordonnées qui se trouve dans la partie gauche. Le taux vient d'être ramené à 0,25. Vous le savez, et puis ici, donc, le taux de refinancement de la Banque nationale de Suisse, qui lui est à 0 depuis plus de 2 ans, donc depuis l'été 2011. Alors, ne vous fiez pas à l'échelle, ici aux deux axes des ordonnées, clairement, le taux de la BCE est à 0,25, celui de la BNS est à 0,0. Ce qui compte, par contre, c'est la tendance, puisque la Banque centrale européenne a surpris son petit monde en baissant son taux directeur le 7 novembre dernier, et en premier lieu, quelques banques centrales continentales européennes qui ne sont pas encore liées à l'union monétaire. On avait parlé de la Suède, on avait parlé bien sûr aussi de la Suisse. Clairement, ces banques centrales vont être les premières à réagir pour éviter derrière que la baisse que nous pouvions d'ailleurs attendre de l'euro se fasse en faveur de l'appréciation de leur monnaie nationale, ce qui serait un handicap pour leur économie. Donc, la Banque nationale de Suisse, demain, elle va réagir à ce qu'a décidé la Banque centrale européenne le 7 novembre dernier, et j'attends, je pense, quelque chose d'assez fort, un discours plutôt fort pour permettre un rebond, notamment de la paire euro-CHF, car c'est clairement l'objectif officieux. En fait non, disons qu'il n'est pas dans les objectifs de politique monétaire, mais on sait très bien que la Banque nationale de Suisse défend un seuil de 1,20 pour empêcher l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro. Va-t-elle demain modifier ce seuil? Peu probable. Ensuite, honnêtement, finalement, on ne sait pas, peut-être. Elle va peut-être créer la surprise. Elle peut créer la surprise. Elle ne prend pas de décision de politique monétaire tous les 4 matins. Comme expliqué en début, c'est seulement 4 fois par an. Donc, voici un premier graphique qui demain, je pense, va faire réagir ou qui va amener donc un commentaire intéressant de la Banque nationale de Suisse. Continuons. Ce que vous avez ici sous les yeux, c'est... Alors, on va essayer de zoomer. On va faire ça autrement et ensuite on va revenir en direct sur le marché. Voilà. Ce que vous avez sous les yeux, il faut bien essayer de le comprendre. Il s'agit de l'inflation. De l'inflation à la consommation, le CPI, et lorsque vous allez dans les objectifs de politique monétaire de la Banque centrale européenne et de la Banque nationale de Suisse, la stabilité des prix est l'objectif premier. La stabilité des prix, c'est deux choses, lutter contre l'inflation, lutter contre la déflation. Ces deux banques centrales ont comme point commun de chercher à lutter contre la déflation. La Banque centrale européenne, elle, cherche à amoindrir le phénomène de désinflation, la transition toujours entre un marché d'inflation et un marché de déflation. Quant à la Banque nationale de Suisse, et ici est représenté en noir le taux d'inflation annuel de la Suisse, et vous devez ici tenir compte de l'axe des ordonnées qui se trouve sur la partie gauche, dites-vous bien que le mois précédent, pour la première fois, sur une base annuelle, le taux d'inflation en Suisse est passé au-dessus de 0. Ça fait donc 2 ans que la Suisse est enfermée dans une déflation, et a priori, la politique monétaire de taux 0 de la Banque nationale de Suisse semble enfin porter ses fruits, puisque depuis le mois dernier, les prix d'une année à l'autre ont augmenté de 0,1% en Suisse, ce qui est donc une première rupture. Donc au final, l'évolution des prix ralentit au sein de la zone euro. On a au contraire une Suisse qui passe de plusieurs mois de déflation à maintenant un retour, là sur au moins un mois, à la croissance des prix.
Est-ce que cela peut bouleverser le cycle des taux d'intérêt de la Banque nationale de Suisse? En clair, est-ce que la Banque nationale de Suisse va conserver une politique monétaire classique de taux zéro? La réponse est clairement oui. Rassurez-vous, un taux d'inflation de 0,1% entre les mois de novembre 2013 et novembre 2012 ne sont en aucun cas une condition suffisante pour bouleverser l'évolution. Alors je vais vous remontrer ce graphique. Où est-ce que je l'avais mis? Donc je ne l'ai pas mis ici, pour modifier le taux d'intérêt de la Banque centrale de Suisse, tout simplement parce que le seuil que surveille la Banque nationale de Suisse, c'est 2%. Alors ici, je zoome un peu, on va descendre et vous allez pouvoir le lire avec moi. Vous allez voir, c'est assez parlant. Donc là ici, c'est tout simple. Je vous en donne à nouveau le lien. Ça a l'avantage d'être en français, d'être d'ailleurs en plusieurs langues. Définition de la stabilité des prix selon la Banque nationale de Suisse. Prenons le temps de lire ça pour essayer de comprendre. En fait, demain, je ne pense pas que la Banque nationale de Suisse va agir dans le sens d'une appréciation du franc suisse. La Banque nationale assimile la stabilité des prix à une hausse annuelle de l'indice suisse des prix à la consommation inférieure à 2%. Mais nous sommes très loin de ce seuil des 2%, puisque comme je viens de vous dire, c'est seulement le mois dernier que sur une année complète, nous avons eu 0,1%. Donc, vous comprenez bien que nous sommes très loin de cet objectif. Il n'y a donc aucune raison que la Banque nationale de Suisse bouleverse son cycle des taux d'intérêt. Ils resteront demain à 0. Par contre, ce qui va faire réagir la Banque nationale de Suisse, et là j'en reviens au début de mon commentaire, c'est la décision récente de la Banque centrale européenne. Tout sur le forex, le marché d'échange n'est histoire que de politique monétaire comparative. Et clairement, lorsque je regarde le franc suisse ces dernières semaines, il s'est apprécié, et il s'est apprécié suite à la décision de la Banque centrale européenne. Ce qui va clairement demain, et probablement en ce moment, puisqu'elle se réunit, faire réagir la Banque nationale de Suisse. Alors bon, vous pouvez consulter ce site, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'objectifs de politique monétaire, mais la stabilité des prix est clairement le plus important. Et ici vous voyez que c'est d'ailleurs assez parlant dans les forward guidance, pour reprendre le terme anglo-saxon, prise en compte de l'évolution de la conjoncture. C'est bien sûr très différent de ce que peuvent faire la Fed ou la Banque d'Angleterre, qui n'évoquent bien sûr pas une prise en compte, mais je vous rappelle que le taux de chômage est un objectif prioritaire, un agrégat en tout cas prioritaire, surveillé par la Banque d'Angleterre et la Banque centrale des États-Unis. La Banque nationale de Suisse ne fait qu'une prise en compte de la conjoncture économique. Les mots, vous savez, sont très importants en termes de politique monétaire, et plus que jamais, vous avez tous pu constater l'impact à chaque fois des discours de patrons de banque centrale. Donc ça, c'était la première chose, et puis on va maintenant basculer sur finalement ce qui nous intéresse, la paire euro-CHF, pour justement envisager quelques petites choses. Alors, l'euro-CHF, pour ma part, j'ai tenté une prise de position. Alors, pourquoi est-elle justifiée? Par quoi est-elle justifiée? Essayons d'agir et de comprendre les choses par étapes. Vous avez sous les yeux la paire euro-CHF en données journalières. Pourquoi ne pas s'intéresser aux autres paires? Parce que la Suisse fait l'essentiel de son commerce extérieur avec la zone euro. Et d'ailleurs, la Banque nationale de Suisse, ici, c'est de l'euro qu'elle a acheté. Alors ici, vous avez actuellement le seuil défendu par la Banque nationale de Suisse. Et finalement, vous constatez que depuis 2011, la Banque nationale de Suisse a donc une politique de taux zéro. Et puis, elle s'est finalement rendue compte que cette politique de taux zéro n'avait pas été suffisante. Et entre décembre 2011 et avril 2012, le franc suisse s'était apprécié, puisque la paire euro-CHF était passée de 1,25 à ici 1,20. Et dès lors qu'une politique monétaire classique ne produit pas d'effet, il faut passer à l'étape supérieure, rentrer dans les outils de politique monétaire dits non conventionnels. Et pour la BNS, c'est simple, c'est l'intervention directe sur le marché d'échange. C'est donc l'artillerie lourde. Et l'artillerie lourde, c'est quoi? C'est d'acheter de l'euro dès lors que la paire euro-CHF rejoint un seuil fixé, déterminé à 1,20. Ce seuil des 1,20, le marché l'a testé pendant plusieurs mois pour finalement se convaincre de la volonté de la BNS de défendre ce seuil. Puis les cours ont décollé, sont revenus à proximité, et depuis, le CHF, progressivement, s'est affaibli. Mais que se passe-t-il ces dernières semaines? D'un point de vue technique, rupture ici d'une oblique, nous sommes en cours de clôture journalier. Alors, revenons
au 7 novembre. Voilà. Ici, là où j'ai positionné mon curseur, c'est le 7 novembre, c'est la baisse surprise du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne. Et puis, donc, quelques séances plus tard, le franc suisse s'est donc fortement apprécié. C'est bien le franc suisse qui s'apprécie, puisque vous avez tous pu constater que l'euro, lui, de manière générale, finalement, avait bien résisté à la baisse du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne. Le franc suisse est donc acheté. Alors, de quoi s'agit-il? Le marché, en effet, a priori, donc, observe le redressement de la conjoncture économique, bien sûr, suisse, mais c'est surtout la réduction du spread de taux entre la Banque Centrale Européenne et la Banque Nationale de Suisse, la réduction du spread entre les taux de refinancement qui a créé ce léger réajustement avec donc une paire euro-CHF qui est passée de 1,23 et qui se trouve maintenant sur 1,2216. Alors 1,2216, c'est pas vraiment un niveau de support, alors c'est certes ici un point de rebond important au 2 mai 2013. L'idée, pour ma part, c'est deux choses. Alors pourquoi c'est spéculatif? C'est spéculatif parce qu'il s'agit ici clairement de jouer l'impact d'un discours de politique monétaire, celui qui aura lieu demain à 9h30. On essaiera de suivre ça en direct ici. Clairement, la BNS, à travers les mots de son gouverneur, fera son possible pour neutraliser cette appréciation du franc suisse. Et puis enfin, d'un point de vue technique, on a une paire de devises ici qui est clairement survendue. Et enfin, nous avons une divergence positive, potentielle, de momentum. Toujours pareil, la tendance et le momentum. Nous sommes revenus ici sur un support formé à 1,2216. Une divergence ici très courte, très légère, non active encore, mais potentielle. Je pense que ce sont là des arguments suffisants pour donc adopter cette stratégie haussière. Stop sous 1,2180, petite position. Honnêtement, petite position, c'est agressif, c'est spéculatif, c'est jouer une décision de politique monétaire. Et finalement, elle sera active lorsque le marché aura franchi un 22,30. Donc, tant que nous sommes sous un 22,30, rien n'est acquis. C'est agressif sous un 22,30, un 22,30 est franchi, le signal sera donné, target 1,23. Et finalement un retour au niveau ici du point de décrochage de novembre dernier, 1,2295. Et c'est finalement la stratégie pour laquelle j'ai opté avec un achat sur 1,2216, stop 1,2180, target 1,2295 avec un rendement risque de 1 pour 2 petites positions. Voici donc le topo sur le franc suisse et les éléments techniques que je vous invite à surveiller. Et bien sûr demain nous étudierons à la fois le discours de la Banque Nationale de Suisse, le contenu, les perspectives de sa politique monétaire, et puis l'impact sur l'euro CHF. En tout cas, si vous vous intéressez à la conjoncture économique suisse, ou si vous investissez sur les paires, si vous investissez sur le franc, sur le marché d'échange, ayez le réflexe de l'inflation suisse. Le franc, l'inflation suisse. Et il est vrai que la Suisse rentre a priori dans une phase d'inflation, en tout cas la déflation est clairement derrière, mais comprenez bien que nous sommes encore très loin d'un taux d'inflation qui serait susceptible de modifier les taux d'intérêt en Suisse. Alors est-ce que demain la BNS va nous annoncer, cette fois-ci c'est plus 1,20 qu'on défend, mais c'est 1,22 parce qu'on ne veut pas tuer la reprise économique suisse dans l'œuf? Ça, personne ne le sait, mais on verra bien demain la réaction des cours. Alors pour la BNS, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant revenons sur le plan que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vous ai dit le yen en rebond, l'AUD en rebond, le GBP en consolidation. Pourquoi? On va commencer par le yen et notamment par la paire USD-yen. La paire USD-yen, pourquoi? Car c'est le leader, c'est la paire qui mène l'ensemble des paires en yen, et j'ai observé deux choses. D'une part, vous le savez, cette paire en yen, ici l'USD-yen, nous allons déjà passer en cours de clôture. Nous allons passer en cours de clôture journalier. Nous avons fait, vous le savez, pile poil ici, le point haut. Alors, je vais réduire ça, voilà. Nous avons fait ici, donc, voilà, ce sera plus propre. Donc, début décembre, lorsque nous avons invité à cesser de vendre, d'acheter cette paire-là, en fait, ce marché du USD-yen est tout simplement revenu au contact des sommets du 17 mai 2013. Ok. C'est suffisant finalement pour prendre des bénéfices. Et pourquoi maintenant je pense que nous allons avoir un marché des paires en yens qui va revenir sur des niveaux de support qui se situent en deçà du niveau actuel des cours? Toujours pareil, ma double approche, tendance et momentum. Et autant dans la phase de hausse, j'avais des confirmations
entre tendance et momentum, autant depuis le top de marché récent des paires en yens, à savoir le top ici de la paire USD-Yen à 103,30, j'ai cette fois-ci une contradiction. Et quel est le terme d'analyse technique qui illustre une contradiction entre des prix et des indicateurs dérivés des prix? C'est le terme divergence. Et ici, il s'agit de divergence potentielle. Alors, l'approche et le développement sont les suivants. Le leader, l'USD-Yen, est sous une résistance importante, qui rend légitime une phase de consolidation. Et puis là, le momentum entre en contradiction avec les prix. C'est potentiel. Ce sera vraiment actif lorsque le RSI ici aura cassé le niveau des 60. Donc, surveillez sur le RSI journalier de la paire USD-Yen le niveau des 60. Ok, on continue le raisonnement. Le signal sur les prix sera donné lorsque la paire aura cassé les 101,80. Mais étant donné que je pense que cette paire peut aller chercher 101,30, éventuellement 100, mais l'objectif n'est pas énorme, car nous avons des belles tendances haussières de fond. Je pense que la proximité des 103,30 autorisait une action, parce qu'il y a du rendement risque. Et enfin, pour terminer le raisonnement, ce n'est pas la seule paire en yens sur laquelle j'ai identifié des divergences négatives potentielles. C'est notamment la paire GBP-Yen qui a attiré mon attention, sur laquelle j'ai déjà ouvert une position, avec ici donc une belle divergence négative en zone de surachat, quelque chose d'assez similaire à l'USD-Yen. Je l'admets, il faut rapidement décrocher. Ça tient particulièrement bien, ça tient plutôt bien, et d'ailleurs je suis à stop 0 sur cette vente, et finalement je pourrais me faire sortir. Stop 0, je n'ai plus que 8 points de gain, 8 pips de gain. Mais limite, ce n'est pas grave, je pourrais réintervenir si le marché revient là-haut, mais par contre je suis assez surpris là par la résistance de ces paires en yens, peut-être parce que justement l'USD-Yen tient plutôt bien. En tout cas, je pense que sur ces paires en yens, il faut chercher des points de vente. Je suis rentré plutôt mal en fait ce matin à 68,44. Si je dois me faire sortir à stop 0 à 68,44, je reprendrai si cette paire revient chercher les 170, car j'ai des divergences, j'ai des indicateurs en surachat, j'ai un marché certes aussi à long terme, mais qui, selon moi, à court terme, va revenir chercher des supports daily qui se situent en deçà du niveau actuel des cours. Je vous ai dit le yen en rebond technique, et si ce marché revient plus haut, j'en profiterai. Et si là je ne me fais pas sortir sur la paire GBP Yen, j'ai 10 pips encore de marge, je reste dessus, je vis 166. Et de toutes les paires en yens, je préfère chercher des ventes sur GBP Yen. Alors, pourquoi chercher en priorité des ventes sur GBP Yen? Le raisonnement est toujours le même, deux monnaies se confrontent. J'anticipe un rebond technique pour le yen japonais, et je parle bien d'un phénomène de court terme. J'anticipe au contraire une consolidation du GBP. Consolidation du GBP. Alors ici vous avez la vente hautement spéculative que j'ai initiée ce matin sur GBP USD, que j'ai coupée puisque 63,90 tenait bien, symbolique, une vingtaine de pips, peu importe, cette paire est forte. Ici il ne s'agit pas d'une divergence de momentum, vous avez deux choses: le pound index, la livre sterling face à un panier de devises. L'idée, si vous voulez, nous sommes dans une belle tendance haussière, le GBP est haussier. Mais hier, nous étions ensemble lorsque l'Institut de recherche économique indépendant NIESR a publié sur 3 mois glissants la croissance économique britannique à fin novembre. Il n'y a pas eu de réaction haussière du sterling. Tout ça pour dire que j'anticipe simplement un retour sur support. Et ici, sur le GBP index, que vous avez ici représenté par cette courbe épaisse, eh bien, je pense que le marché peut revenir sur ce support-là. Donc, et j'avais donc ici une divergence entre un nouveau sommet du GBP USD et l'absence de nouveau top de marché sur le pound index. Mais c'est pas violent, je préfère sortir. Par contre, GBP Yen revêt, comme expliqué à l'instant, toutes les caractéristiques pour jouer à la fois le rebond technique du yen japonais et la consolidation, donc négative, de la livre sterling après avoir sérieusement monté. Et c'est quelque chose justement que j'ai oublié de vous montrer, je vais vous le remontrer. Nous sommes ici de retour sur l'USD Yen. Nous sommes de retour sur l'USD Yen, et puis vous avez ici dans la partie inférieure de ce graphique le Yen Index. Bien sûr que le yen japonais est fortement baissier sur le marché d'échange depuis l'activation d'ailleurs d'un beau double top ici.
Pour ma part, j'anticipe un rebond ici de ce yen japonais vers les premières résistances. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que 103,30 va rester résistance sur la paire USD Yen. Et honnêtement, je vise clairement 101,80, voire 101,30. Et si ce marché revient chercher 103,30, ce sera une bonne opportunité pour adopter une stratégie vendeuse. Le yen en rebond technique, le GBP en consolidation. Alors forcément, ai-je évité le sujet de l'euro et du dollar? Non. Mais ce sont des marchés complètement inertes. L'euro-dollar, tout d'abord, est un marché haussier, inerte. Et comme évoqué et expliqué hier, il n'y a rien à faire tant que ce marché ne va pas au moins tester les 1,3830. À savoir les points hauts de cette séance du 25 octobre, le doji de cette séance du 25 octobre 2013. Nous avons un euro qui est particulièrement haussier. Ici des indicateurs de momentum, ici le RSI qui reviennent en zone de surachat, mais qui ne développent pour l'instant strictement aucune divergence. Le mouvement est fort, le consensus est fermement vendeur. Je pense que l'euro-dollar va aller chercher les 1,3830. Alors qu'est-ce qu'on fait à 1,3830? On vend, on met un stop 20 points. C'est risqué, c'est puissant, c'est haussier. Mais on peut vendre à 1,3830. On peut tenter une vente à 1,3830, mais il faut un stop large. Ou une petite position et un stop court. Et finalement, quelle est la rupture du niveau qui mettrait en accord les stratégies vendeuses? Finalement, le vrai signal de la fin de ce rebond de cette paire euro-dollar, et mon opinion sur l'euro-dollar est d'ordre fondamental. J'exclus pas une hausse vers 1,39, 1,40. Pour moi, elle serait excessive. Et en aucun cas justifiée, ni sur le plan de la conjoncture économique, ni sur le plan des politiques monétaires comparatives. Surtout lorsque, et je terminerai par ça tout à l'heure, j'observe le comportement du coût de l'argent sur le marché monétaire. Il y a des tensions. Donc un 38,30, pour ma part, oui, j'irai. Je tenterai une vente à un 38,30, mais je ne laisse pas traîner d'ordre de vente dans le marché. Il me semble qu'Adrian l'a fait. Je pense qu'on peut avoir des excès dans cette zone-là. Et j'interviendrai sur excès. La rupture des 1,3630, par contre. La réintégration de ce niveau d'accélération haussière du 5 décembre. C'est d'ailleurs le franchissement des 1,3620 qui nous a fait sortir par le haut de ce biseau ascendant qu'on voyait tous et finalement qui était trop évident. Et puis voilà, finalement complètement, son effet n'a jamais eu lieu. Donc l'euro-dollar target 1,3830 comme évoqué hier. Le dollar américain, c'est plat. Le dollar américain, c'est plat. Je ne m'attends pas à un décrochage du dollar américain. Et clairement pas. D'ailleurs, le FXM Dollar Index tient toujours son support ici, des 10 540. Vendre agressivement le dollar américain depuis 2-3 séances est pour moi un piège. Mais reconnaissons que c'est moins évident. Le marché des changes est riche en paires de devises et il y a quelque chose de plus facilement tradable sur le yen japonais ou sur le GBP. Donc en attendant que l'euro et le dollar sortent un peu de cette inertie, détenteur de position longue sur la paire euro-dollar, eh bien c'est bien. Target 1,3830 et vous êtes dans le bon sens. Et vous êtes d'ailleurs parmi les minoritaires. Vous avez utilisé l'opinion contraire. 80% de vendeurs, vous en prenez le contre-pied, c'est bien. Bon, les indices. Ce qui en fait empêche un rebond technique vraiment important des indices actions européens, et finalement c'est plutôt favorable à ceux qui sont vendeurs. Pour ma part, j'ai toujours 50% de la vente initiée à 4341 points. C'est le fait que les indices actions américains se situent sous résistance. Donc ici, c'était la question que je me posais ce matin. Vous avez le CAC 40 en données journalières en cours de clôture. Grande question qu'on se pouvait se poser, c'est y a-t-il une divergence haussière sur l'indice CAC 40? La réponse est oui, elle est potentielle. Et elle sera active lorsque les cours auront franchi 4147. Ce matin, dans mon point CAC 40, j'ai proposé différentes stratégies. L'achat du CAC à 4090 se tentait, et je pense que vous pouvez mettre stop 0 par rapport au papier que je vous ai proposé ce matin. Et par contre, la vraie confirmation de cette divergence haussière potentielle de momentum, ce sera le franchissement
des 4147 points sur l'indice CAC 40. Avec derrière un rebond compris entre 4210 et 4230. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc, tant qu'on est sous 4147, pas de rebond technique ample. En cas de franchissement des 4147 points, oui, un rebond technique qui pourra atteindre 4220, 4230 points. En fait, c'est 50% de retracement de toute la jambe de baisse depuis fin novembre. Honnêtement, je ne pense pas que ce marché va casser de manière verticale les 4100 points, sans avoir pris la peine de consolider. Et je pense que cette divergence potentielle ici de momentum nous indique que dans le pire des cas, nous aurons une phase de transition latérale comprise entre 4090 et 4150. Et le CAC 40 peut finalement dériver à plat. Le CAC 40 peut dériver à plat dans cet intervalle compris donc entre 4090 et 4150. Alors si on fait un peu le panorama des autres indices européens, j'avais une vente sur l'Eurostoxx 50 que nous avions ouvert d'ailleurs pendant un live ici même lors de cette séance du 28 novembre. J'ai tout coupé. L'idée c'est de ne pas être trop exposé à la vente sur les indices européens alors que ça rapproche les fêtes de fin d'année, la traditionnelle rallye de fin d'année qui cette année ne prendra la forme que d'un pullback vers les résistances. Il n'y a pas de divergence haussière sur l'Eurostoxx 50, car il n'y a pas eu de nouveau point bas en clôture sur les cours. L'Eurostoxx 50 reste bien en position sous 3000 points. Je vous rappelle qu'il s'agit du contrat à terme d'indice le plus négocié en Europe, le seul suivi par les opérateurs de marché internationaux. La rupture des 3000 points, c'est le signal de vente. On a un marché, un Eurostoxx 50 qui devrait d'ailleurs rester latéral entre 2965 points et 3015 points. 3015 points, c'est la résistance en cours de clôture. 3000 points, c'est le niveau psychologique, c'est le niveau rond, le chiffre rond. C'est la mèche basse de cette séance du 8 novembre. Bref, au final, mon opinion, c'est que je pense que nous aurons des périodes latérales sur les indices européens. Comme évoqué à l'instant, là, comme je viens de vous poster dans la file commentaire. Par contre, les indices US, eux, sont bien sous résistance. J'ai toujours une vente active sur l'indice S&P 500. Ouverte à 1804 points, le stop est à 1815 points, on a un Eurostoxx 50 qui était sous résistance ce matin et qui justement, au regard de l'évolution des contrats futurs américains, rendait finalement peu probable le franchissement par le CAC 40 de la résistance des 4147 points. Mais on a quand même des indices européens qui tiennent bien les récents supports. Donc stop 0 pour ceux qui ont pu acheter le CAC ce matin aux alentours des 4090, stop 0. Quant à l'Eurostoxx, quant à l'indice S&P 500, je pense qu'il va rejoindre son premier support, les points bas récents, ici à 1778 points. Et en cas de cassure des 74-78, le précédent temps pour clôture 1774, les récentes mèches 1777-78, bref, on aura à ce moment-là un scénario en double sommet, mais ce n'est pas actif. Honnêtement, ce qui me semble le plus probable, c'est qu'on ait quelque chose de latéral à mesure que se rapprochent les fêtes de fin d'année sur les indices US et sur les indices européens. Est-ce raisonnable d'exclure comme ça de nouveaux chocs baissiers d'ici la fin de l'année? C'est raisonnable du point de vue de la saisonnalité, du point de vue des catalyseurs, un peu moins peut-être. En tout cas, n'excluons pas tous les scénarios, puisqu'en effet, il reste un grand catalyseur avant la fin de l'année, le mercredi 18 décembre, la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, le dernier FOMC de l'année 2013, le dernier FOMC sous commandement de M. Bernanke, car le 29 janvier, certes, il sera encore le président officiel, le chairman, comme ils disent, de la Fed, mais ce sera le FOMC de la passation. Donc, s'il peut agir encore seul, c'est mercredi de la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut considérer comme crédible une réduction la semaine prochaine du QI3 par Ben Bernanke? On l'a vu hier que le consensus est partagé, un tiers entre 18 décembre, 29 janvier et mars. Ça ne va pas nous aider, de toute façon ces sondages d'opinion ne sont jamais d'une grande utilité, personne n'avait vu venir la baisse des taux de la BCE. Observons par contre des indicateurs de marché, dollar américain il ne se passe plus rien depuis 2 semaines, c'est plat. Les taux
on a atteint, on s'est approché de 2,93. Ici, le coût de la dette américaine à 10 ans. Hier, on a eu un reflux. Là, on est toujours autour de 2,83 aujourd'hui. Il n'y a pas d'emballement sur les taux longs américains. Les actions tiennent plutôt bien. Honnêtement, le marché est indécis. Et mon opinion, c'est que il ne se passera rien ou quelque chose d'extrêmement symbolique. Mercredi 18 décembre. Pourquoi l'Europe est-elle faible comme ça par rapport au marché action américain depuis mi-novembre, début décembre? Que se passe-t-il? Pourquoi des capitaux ont quitté les indices européens? Pourquoi des investisseurs américains ont peut-être clôturé une partie de leur position sur les contrats à terme d'indices européens et au contraire conservé sur ces mêmes contrats d'indices, ces contrats à terme américains? Pourquoi? Eh bien la réponse est la suivante. Elle vient de tensions actuellement palpables sur le marché interbancaire au sein de la zone euro. C'est quelque chose qu'on évoque pas mal ici avec notamment Adrian ces dernières semaines. Laissez-moi vous présenter deux choses, vous les avez sous les yeux. Vous avez ici le taux Euribor, le coût de l'argent sur le marché interbancaire entre banques sur une échéance de 3 mois, l'Euribor 3 mois, qui est une sorte de taux benchmark référent utilisé par les banques de réseau lorsqu'elles vont à vous proposer d'ailleurs des placements parfois monétaires. Elles vont prendre une marge par rapport à ce coût de l'argent sur le marché interbancaire. Bref, c'est pas anodin ce qui se passe. Depuis fin novembre, regardez l'envolée avec un Euribor 3 mois qui est passé de 0,21 à 0,26 ce matin. Pire, le coût de l'argent entre banques commerciales européennes à une semaine. Et ça, c'est majeur. Que se passe-t-il? Personne n'en parle ou peu. Et honnêtement, il se passe quelque chose. Et c'est faiblement médiatisé. Et je trouve ça dommage. Il y a un risque ici qui provient de ce marché interbancaire. Nous sommes ici sur le coût de l'argent entre banques à une semaine. Et c'est important, car le taux de refinancement auprès de la Banque Centrale Européenne est un coût à une semaine. On est passé de 0,08 à 0,15 ce matin. On a presque doublé en l'espace de 3 semaines. Alors, nous sommes encore en deçà du coût de refinancement auprès de la Banque Centrale Européenne sur cette même échéance. Mais il y a un phénomène de hausse du coût de l'argent en une semaine. C'est un handicap pour les banques les plus faibles de la zone euro, notamment celles du sud de l'Europe. C'est surtout la traduction d'un léger effritement de la confiance entre ces mêmes banques. Et dès lors que la confiance disparaît entre les banques, quel est l'impact sur nos économies? D'une part, la hausse du coût de l'argent pour les entreprises qui se refinancent à court terme, et surtout si les banques se prêtent plus entre elles, comment voulez-vous qu'elles prêtent aux entreprises? Donc ça, je surveille ça tous les jours, on vous en parle depuis 2 semaines et ça se confirme. Alors que fait le marché? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on teste la Banque Centrale Européenne? Est-ce que les banques commerciales donnent un signal d'alerte? Est-ce qu'elles appellent Mario Draghi à engager un LTO numéro 3? Peut-être que c'est ça. C'est surprenant de voir l'euro-dollar résister à ces tensions du marché interbancaire européen. Et c'est ce qui, pour ma part, rend encore plus crédible le fait que si l'euro-dollar devait aller au-delà des 1,38, 1,39, il s'agirait d'un excès aussi. Bref, comptez sur nous pour suivre l'environnement de ces taux jour le jour et de vous faire un rapport justement sur cette évolution des taux. Alors, c'est parti. Je jette juste un œil. Alors, l'USD-CHF, je suis toujours en vie, mais dans 10 pips, je me ferai sortir. Bon, on verra bien. L'euro-CHF, 0. Ah, j'ai l'impression que la vente GBP Yen reprend du poil de la bête. C'est clairement, je pense, la paire la plus intéressante, comme évoqué. La vente CAC 40, 233 points, stop 4251, modifié ce matin. La vente SP500, vous la connaissez. Et le long dollar américain, il est en place depuis le 23 octobre. Et je ne touche à rien avec un stop toujours à 10 534 points sur les FXM dollar index. Je vais juste checker l'euro CHF.
Bon, de toute façon, on va attendre demain, on verra bien ce qui se passe. Ah, c'est spéculatif, mais voilà. Il y a quelque chose qui me plaît là. Il y a un rapport entre cours et indicateur qui me plaît, au-delà de ce que pourrait chercher à créer demain la Banque nationale de Suisse sur ce marché de l'euro CHF. Le GBP Yen. On peut dire que j'ai eu chaud de pas me faire sortir. Honnêtement, j'aurais été dégoûté de me faire sortir de ça. Une diff comme ça, c'est puissant. C'est actif ce soir à la clôture. On casse les 66. Direction 166,30. Allez. Alors bonjour Vincent, penses-tu que le yen va aller plus bas et penses-tu qu'il est bon de rentrer maintenant? Alors, vous voulez dire visiteur plus haut. Je pense que les paires en yen corrigent. Mais si les paires en yen consolident, le yen monte. Soyons bien d'accord. Donc oui, je le pense, notamment sur GBP yen. De rien King Air. Non, c'est important Edouard, hein, le budget américain, mais bon, je me suis pas encore porté sur ce thème d'actualité, mais bien sûr que c'est toujours important. Après, je ne pense pas que nous allons revivre un épisode de shutdown. GBP Yen, pour ma part, hein, je confirme ce que je vous ai expliqué. Alors Jean-Pierre, par rapport à votre question sur... je vous invite à contacter l'équipe service client FXCM. Alors, le Nikkei. Le Nikkei est fortement, vous le savez, corrélé au pair en yen. Et vous savez quoi? Nous allons découvrir ensemble cette corrélation. C'est parti. Alors, on va aller chercher la table de corrélation en temps réel et on va essayer de voir le lien qu'il existe entre Nikkei et yen japonais. Corrélation donc positive entre USD yen et Nikkei. Soyons d'accord. Alors, c'est parti. On va chercher la table de corrélation. Alors, celle que vous a présentée Adriane hier. Et c'est quelque chose qui vous est présenté sur le forum. Il faut juste que je la retrouve parce que je ne sais plus comment... Alors c'est pas ratio. Alors la matrice de corrélation. Comment est-ce que cet indicateur s'appelle? Alors voyons. Où est-ce qu'il s'est ajouté? Je vais vous le retrouver. Voilà, corrélation. Ok, alors c'est parti. Nous, ce qui nous intéresse, on a dit le Nikkei. Et l'USD Yen. Le Nikkei et l'USD Yen, on l'a, c'est parti. Alors on va se mettre ça, la table de corrélation, on va la mettre sur 299 jours. Allez, on va passer sur un fond blanc pour l'étudier en détail. Alors, hop, c'est parti. Alors, Nikkei, USD Yen. Voilà, vous avez une corrélation positive égale à 0,9650. C'est donc extrêmement fort, 0,9650. L'objectif en fait de ce que je viens de vous dire, c'est que vous connaissez mon opinion donc sur les paires en yen. J'estime qu'elles sont dans une phase de consolidation. Et bien je pense pareil du Nikkei. Et je pense que ce marché action japonais va se replier vers 15 000 points. Visiteur bien pour la vente CAD yen, c'est très bien. Alors en effet, ce soir à 21h heure de Paris, il y a une décision de la Banque nationale, la Banque centrale pardon, de Nouvelle-Zélande, la RBNZ. Si je me prononce sur ce sujet, je vais vous dire des bêtises car pour avoir une opinion sur une politique monétaire, il faut déjà la suivre. Et puis il faut aussi bien connaître la conjoncture économique de l'État concerné et puis surtout les objectifs de la politique monétaire de la Banque centrale concernée. Je ne me suis pas intéressé à la question, je voulais là avant tout moi me concentrer sur la Banque nationale de Suisse. Mais vous savez, vous avez Nicolas Chéron qui est très actif sur le forum, sur l'événement de ce soir, l'événement monétaire de ce soir, sur le dollar néo-zélandais, donc direction le forum.
Alors pour ma part, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce marché. Tout à l'heure à 18 h, formation donc en salle de marché. Et puis bien sûr demain, prenez date, c'est la journée la plus importante sur le plan de la conjoncture économique, avec les ventes au détail, notamment donc aux États-Unis, la décision demain matin à 9 h 30 de taux de la Banque nationale de Suisse, ce soir 21 h la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Bref, voilà, c'est un peu la seule journée vraiment d'importance sur le plan macro, c'est demain jeudi, donc je vous invite à être présent sur les marchés. En attendant, naturellement, le grand rendez-vous monétaire du mercredi 18 décembre. Merci à tous de votre attention, j'espère que ça vous a plu et à demain de vive voix.